D'abord, je suis vraiment content qu'il y ait un colloque sur la poésie parce qu'on aborde généralement ce problème de manière touristique, comme si c'était quelque chose d'en plus par rapport à notre travail, au travail des analysants. Ce que je voudrais essayer d'évoquer en quelques mots, c'est ce qu'il y a d'originaire dans la poésie, et c'est ce que nous avons à mettre en pratique justement dans les cures, c'est-à-dire comment la parole s'initie à partir de la répétition poétique. Donc en fait d'introduction, j'essaye d'avancer une thèse en disant que dès le premier jour de la vie, c'est la répétition qui marque la vie psychique, à commencer par la répétition du cri lui-même. Je m'inspire pour dire ça de ce que Freud écrit dans l'Esquisse. C'est une phrase absolument formidable de Freud dans l'Esquisse, c'est-à-dire que le cri se souvient du cri d'avant. C'est vraiment étonnant, c'est-à-dire c'est la répétition qui est là dès le début. Un enfant commence à crier et il continue de crier, il commence à crier pour une raison quelconque. Et il continue de crier parce qu'il a crié. C'est-à-dire c'est son propre cri qui le fait crier. C'est donc la répétition qui est là engendrée depuis le début, c'est-à-dire une répétition qui se souvient du cri d'avant et encore d'avant. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce point de la répétition, c'est-à-dire du cri qui rime avec lui-même? C'est ça, hein, je dis quelque chose qui concerne déjà la poésie. D'abord en voyant bien que l'aller et retour du cri se fait entre la bouche et l'oreille, et que le cri qui revient vers l'oreille est chargé de la demande de l'autre, et donc terrifie l'enfant lui-même. Le cri qui vient du dehors est plus grand que le cri qu'il a émis par la bouche, et donc il continue de crier dans la terreur de son propre cri. On peut dire que c'est en quelque sorte une phobie spontanée de l'inceste, je souligne, phobie spontanée de l'inceste, qui se marque ainsi dès le début, qui montre que le grand autre n'est pas une entité métaphysique, mais que le grand autre est toujours déjà incestueux. C'est toujours un rapport premier avec la mère, et qu'il y a là la provocation d'une angoisse de l'inceste qui fait durer le cri, tant que la mère ne répond pas, tant que la mère reste dans cet état de silence. Et je dirais que ce cri de terreur est calmé par la poésie, c'est-à-dire quand l'enfant lui-même répète son propre cri, quand il le fait rimer, quand il babille, quand il oppose les sons entre eux, quand il répète 2 fois chaque syllabe. Vous remarquerez que les enfants qui s'engagent dans la parole répètent 2 fois les syllabes. Donc c'est par la porte de la poésie, de cette poésie élémentaire qui rime, qu'il y a un acheminement vers la parole. Quelque chose qui est versifié dès le départ. Lorsqu'un nourrisson répète 2 fois la même syllabe, c'est comme ça que l'engagement dans la parole se fait. Pour tous ceux qui ont eu des enfants et qui ont entendu les enfants commencer à parler, ils commencent à parler comme ça, en répétant 2 fois. C'est-à-dire la première syllabe est en quelque sorte pulsionnelle, c'est celle qui va dans le va-et-vient du cri de la bouche à l'oreille, et la deuxième syllabe est une façon de subjectiver cette pulsionnalité. C'est-à-dire que la poésie approprie la terreur du cri. Voilà. C'est une appropriation poétique de la matière verbale qui est l'éclaireur de la parole et qui s'approprie de la même façon l'ensemble de l'univers, parce que le pulsionnel est branché immédiatement sur tout ce qui est de l'ordre de la sensation et des perceptions, de même que de la perception des mots lui-même. Il y a donc une transfusion à partir de cette matière vocale répétée qui introduit vers la parole, vers une parole qui fuit la nostalgie de l'inceste, en quelque sorte. Elle est faite pour ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a fallu fuir tout de suite, une mort par inceste, grâce à cette poésie
du cri, qui est tenu à distance par la musique des mots. L'interdit de l'inceste n'est pas une loi imposée par un père, en tout cas pas par le père du complexe d'Oedipe, qui est beaucoup plus tardif, mais l'interdit de l'inceste résulte de l'engagement, de cet engagement dans la parole. C'est-à-dire le premier cri métamorphosé en poésie. C'est un engagement dans la parole plutôt qu'une loi. Il n'y a pas d'énoncé de l'interdit de l'inceste. Ça n'existe pratiquement dans aucune législation. Ça n'existe pas dans les 10 commandements, ça n'existe pas en droit français. Donc on voit qu'on est là dans une espèce de barrière qui est faite à une phobie de l'inceste corrélative du premier cri, et que la présence du père du complexe d'Oedipe, c'est beaucoup plus loin dans la vie. C'est pas le père qui édicte cet interdit de l'inceste. Alors, bon, petite parenthèse à propos de cet interdit de l'inceste, c'est vrai que chez les gorilles, c'est le mâle le plus fort qui s'approprie toutes les femelles, dont la mère. Mais chez les hommes, c'est le fait de cet engagement dans la parole qui impose une espèce de barrière à la phobie de l'inceste. C'est l'effet poétique lui-même qui témoigne de la nostalgie de la séparation. Voilà. Alors, plus tard, grâce à la répétition des mots, c'est-à-dire à ce qui, dès le début, rime et assonne entre les sons, c'est-à-dire cette transformation de la pulsionalité incestueuse en subjectivation qui va vers la parole, eh bien, il y a le matériau poétique lui-même qui est forgé, et c'est ce sens musical lui-même qui est, en quelque sorte, qui soutient tout le développement de la parole, c'est-à-dire des mots tels qu'ils sont associés entre eux et tels qu'ils refoulent continuellement le signifié pulsionnel, c'est-à-dire cette musique qui est portée par les mots. Voilà, cette musique qui est portée par les mots et qui est en relation donc avec le pulsionnel, donc avec la chose même. C'est un refoulement continu dans la parole et plus spécifiquement dans la parole poétique. Donc on voit bien le caractère, je dirais, primordial et fondamental de cette première poésie, qui ensuite sera enterrée par la rationalité, et que cette poésie protège de l'angoisse potentielle, non seulement de l'inceste, mais des perceptions, parce que c'est toutes les perceptions qui sont investies par la pulsion, qui font retour sur le corps, et qui font que l'homme isolé, l'homme seul dans la nature, l'homme seul trop longtemps, ressent une angoisse qui est liée à ce retour de la pulsionalité. Voilà, je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus loin sur cette introduction, mais enfin, ce qui est important de souligner peut-être, c'est que dans cette répétition poétique, ce que le jeune poète, quiconque commence à parler, en quelque sorte, fait, c'est de fuir sa mère. C'est un exil, en quelque sorte. C'est de s'embarquer sur les mots pour fuir l'inceste, fuir sa mère. Mais c'est un exil qui est coupable, c'est coupable de fuir sa mère. Et donc, dans cette culpabilité première, ontique, je dirais, qui débute avec l'engagement dans la parole lui-même, c'est là que je voudrais faire l'hypothèse de l'invention du père primitif. C'est-à-dire non seulement il y a la fuite de la mère, mais en même temps, il y a l'invention d'une menace qui va punir l'enfant solitaire qui s'en va tout seul. Hein. C'est-à-dire que dès le premier geste, il y a cet embarquement où c'est non seulement
la position de l'autre maternel qui est situé, mais également le père primitif. Le voilà, l'invention du papa gorille, en effet, l'Urvater, qui fait que dès le départ, l'enfant est confronté, je dirais, à l'ogre, au loup, à tous les monstres qui habitent les légendes des enfants et qui sont en quelque sorte la conséquence de son engagement dans la parole. Donc voilà, on a en quelque sorte resserré dans le geste poétique lui-même ce qui fait la position existentielle du sujet parlant comme solitaire, orphelin, coupable puisque son combat pour assurer sa subjectivité, c'est de s'affronter avec ce père primitif tout en fuyant sa mère. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de culpabilité dès le départ, qui, en quelque sorte, est une poussée permanente vers quoi? Vers la rationalisation du geste poétique lui-même. C'est-à-dire que la parole, d'abord poétique, originairement poétique, devient une parole qui résonne, qui cherche à raisonner, qui cherche à comprendre, et surtout, qui cherche à se disculper. C'est-à-dire que c'est la nature, je dirais, de l'articulation d'un signifiant à un autre, c'est la causalité, c'est une façon de se disculper. Dans la parole, il y a un effort pour comprendre, l'effort rationnel qui va lui-même enterrer le mouvement poétique, qui reste en dessous, en quelque sorte, comme l'armature pulsionnelle qui habite la parole. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus loin, beaucoup plus pour aujourd'hui.